La lumière s'est cassée. La vérité ne m'a jamais protégée. Elle m'a simplement permis de ne pas me perdre. Ce texte revient sur le moment où l'hypothèse de l'autisme permet de relire toute une vie autrement. À travers la maladie et la mort de sa mère, l'autrice raconte le prix de sa fidélité à la vérité, son refus des manipulations familiales et la solitude qui en a résulté. De cette fracture intérieure naîtront pourtant le dessin, puis les mots comme une nouvelle manière d'habiter le monde. Fred, est-ce que tu penses que je suis autiste ? Il est resté silencieux un instant, puis il a répondu. Tu es la maison témoin de l'autisme. Je n'ai pas cherché à savoir immédiatement s'il avait raison. J'ai simplement senti qu'une question, longtemps enfouie, venait d'obtenir le droit d'exister. Il arrive un moment où le corps ne supporte plus les personnages que l'on a construits pour survivre. Il réclame la vérité. Non pas une vérité qui condamne, une vérité qui délivre. Toute mon énergie était tournée vers une seule idée. Comprendre ce qui, en moi, semblait ne jamais trouver sa place. Je m'efforçais de devenir plus simple, moins sensible, moins intense, moins exigeante envers la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi ce qui semblait naturel aux autres m'épuisait autant. Aujourd'hui, je regarde cette femme avec une infinie tendresse. Elle faisait tout pour appartenir. Elle ignorait seulement qu'elle essayait d'entrer dans une maison qui n'avait jamais été construite pour elle. Puis ma mère est tombée malade. Le cancer n'a pas seulement envahi son corps, il a révélé les lignes de fracture qui existaient déjà entre nous. La douleur peut rapprocher, elle peut aussi tout défaire. Dans notre famille, elle a réveillé les blessures anciennes, les incompréhensions, les peurs et les non-dits. Je regardais ce théâtre avec effroi. Je percevais les tensions avant qu'elles n'éclatent, les alliances, les silences, les culpabilités, les manipulations. Je ne savais pas empêcher ce qui arrivait. Je savais seulement que je ne pouvais pas y participer. On attendait de moi que je choisisse un camp. Je ne pouvais offrir que ma présence. On attendait une condamnation. Je ne pouvais offrir que la vérité telle que je la percevais. Cette fidélité a été prise comme une trahison. Je suis devenue celle qui n'aimait pas assez, celle qui abandonnait, celle qui ne comprenait rien. Pourtant, je voulais seulement rester auprès de ma mère sans renoncer à moi-même. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Jamais. Mais je ne pouvais accepter que sa souffrance devienne un lieu où chacun renoncerait à sa conscience. C'est parfois le prix de la vérité. Elle ne protège pas. Elle isole. Puis une porte s'est refermée. Puis une autre. Jusqu'à cette dernière porte, celle de l'hôpital. J'ai embrassé la main devenue froide de ma mère. En sortant, je n'ai pas eu l'impression que le monde s'effondrait. J'ai éprouvé quelque chose de plus étrange encore. Le monde continuait, les voitures passaient. Le ciel était toujours là, les gens marchaient. Et pourtant, à l'intérieur de moi, la lumière s'était cassée. Il existe des cassures qui ne disparaissent jamais. On n'apprend pas à les effacer. On apprend à vivre avec elles. Peut-être est-ce là que sont nés mes dessins, puis mes mots. Je n'écris pas pour expliquer ce qui m'est arrivé. J'écris parce que certaines blessures, lorsqu'elles rencontrent enfin la vérité, cessent d'être seulement des blessures. Elles deviennent une manière d'habiter le monde, et parfois une manière d'éclairer celui des autres. Quand le corps parle. Le corps ne trahit pas toujours. Il arrive qu'il prononce enfin les mots que nous n'avons jamais pu dire.
Il existe des douleurs qui ne sont pas seulement des douleurs. Elles sont parfois le langage d'une parole longtemps empêchée. Ce texte raconte le moment où, après des années de silence, le corps refuse de porter seul ce qui n'a jamais trouvé les mots pour être exprimé. Nous quittons le théâtre. Quelques minutes de marche nous séparent de l'appartement. Je suis déboussolée. Tout est jaune et noir. Quelque chose tourne à l'intérieur de moi, lentement, comme une machine qui se met en route. La nuit est froide. Les lumières de la ville vacillent. Les bruits me traversent. Les sueurs montent. La nausée arrive. Mes jambes tremblent. Je ne sais plus où je suis. Une douleur fulgurante traverse mon ventre. Je m'assieds sur le bitume glacé. Je ne peux plus avancer. Je sens que je pars. Je meurs à moi-même. Je voudrais demander de l'aide. Les mots ne viennent pas. Mon corps, lui, parle. Il hurle. Je ne contrôle plus rien. Le silence est toujours là, le même. Celui qui habite mon intérieur depuis toujours. Celui qui crie sans être jamais entendu. J'ai appris très tôt à sourire dehors, à hurler dedans. Rien ne traverse mon visage. Tout traverse mes dessins. Alors mon corps prend le relais. Il dit ce que je n'ai jamais pu dire. Il refuse désormais de porter seul ce silence. Je comprends qu'il ne me trahit pas. Il tente de me sauver. Je respire longuement. La douleur s'apaise. Nous reprenons la route. Le monde continue. Moi aussi. Le dialogue de l'encre. La matière ne m'obéit pas, elle me répond. Le silence de l'atelier n'est jamais vide. Il est habité par un dialogue incessant entre le geste, l'encre, le papier, la lumière et le temps. Le dessin ne naît pas d'une volonté de maîtriser la matière, mais d'une disponibilité à ce qu'elle révèle. Créer devient alors une manière d'entrer en relation avec le monde et de se laisser transformer par lui. Ma vie est à tempo, des repères, des cycles, des répétitions, des cercles, des lignes, des grammes, des mesures, des boîtes, des crayons, des feutres, des couleurs, des carnets. Chaque chose possède sa place. Non pour contrôler le monde, pour pouvoir entrer en dialogue avec lui. Ma vie ressemble à une poupée gigogne. Chaque espace en contient un autre. Chaque carnet ouvre un autre carnet. Chaque dessin appelle un autre dessin. À ma gauche, mon carnet. À ma droite, mon ordinateur. Mozart dans les oreilles. Un crayon dans la main. J'écris, je dessine, je retourne à l'écriture, je repars vers le dessin. Je ne décide jamais lequel commence. Ils dialoguent. L'un poursuit ce que l'autre ne peut pas dire. Je vis dans une petite pièce. Je l'ai choisie. Elle contient peu. Elle ouvre un espace immense. Je marche, je regarde. Je reviens, le silence m'attend. On croit que je vis seule. Je ne me sens presque jamais seule. Je dialogue avec la lumière, avec Mozart, avec le souffle, avec les couleurs, avec le papier, avec le temps et avec l'encre. Je travaille sur plusieurs dessins en même temps. Je tourne les pages, le recto, le verso. Ils ne racontent pas la même histoire. Le verso n'est pas l'ombre du dessin. Il possède sa propre voix.
L'encre a fait son choix graphique. Je ne cherche pas à reprendre ce qu'elle a décidé. Je regarde, j'attends, je réponds. Je repars toujours de son empreinte, jamais d'une feuille blanche. Chaque empreinte devient une invitation. Le dessin répond, puis l'encre répond à son tour. Le dialogue continue. Je regarde cela avec les yeux d'une enfant. L'émerveillement ne m'a jamais quitté. Créer, ce n'est pas imposer une forme, c'est accepter qu'une autre intelligence entre dans la conversation. Le dessin ne m'obéit pas, il m'apprend à regarder. L'encre ne m'obéit pas, elle m'apprend à écouter. Et chaque fois que je crois transformer la matière, je découvre que c'est elle qui me transforme. La tourmente de moi-même. Ce qui cherche à naître finit toujours par trouver une fissure. L'écriture ouvre une brèche, ce qui, pendant des années, n'avait trouvé d'expression que dans le dessin surgit désormais par les mots. La découverte progressive de sa singularité ne conduit pas à une identité nouvelle, mais à l'acceptation d'une manière d'être qui existait déjà. Ce texte raconte le moment où il devient impossible de continuer à se retenir. En écrivant mon histoire, quelque chose a rompu. Les mots ne demandaient qu'à sortir. Ils vivaient depuis toujours dans mon alphabet graphique. Puis, ils sont remontés d'un seul coup, comme pousse le ventre d'une femme enceinte en déni de grossesse. On peut longtemps ignorer ce qui grandit. On ne peut pas l'empêcher de naître. Le temps est venu. Dire ce que je suis, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je visualise, et ne plus avoir honte. Utiliser ses dons en partage, donner ce qui ne s'apprend pas, une manière de voir, une manière d'écouter, une manière de sentir. Je marche dans la ville, dans la nature, sans autre raison que le mouvement. Je regarde la vie, j'écris, je dessine, je mange dans le silence, je coupe les informations, les conversations de façade me laissent loin d'elles. Je ne supporte plus que l'essentiel. Je pense, je respire, j'observe. J'écoute les messages qui viennent de l'intérieur. Mozart m'accompagne. Je lis plusieurs livres à la fois. La musculation rythme mon horloge biologique. Ma vie est structurée, disciplinée, organisée, ascétique. Cette structure me permet d'aller là où, sans elle, je me perdrais. Le superflu disparaît. Le silence grandit. Je me sens en errance dans ce monde, et pourtant, aux portes de la vérité. Je découvre que je ne pense pas comme tout le monde. Les mots Asperger, haut potentiel, synesthésie, mettent une lumière sur des expériences que je vivais déjà. Ils ne créent pas mon identité, ils m'aident à la reconnaître. Je cherche encore celle qui a été cachée, camouflée, réduite, presque détournée de sa propre vie. On ne peut pas être à moitié soi-même. Le barrage a explosé. Le torrent s'écoule. Je suis dans la tourmente de moi-même. Je suis un être sauvage. Je pense plus fort. Je ressens plus fort. Je crée plus fort. Ma structure, ma discipline, mon exigence, voilà ce qui me permet d'aller jusqu'au bord de moi-même sans tomber. J'appartiens au monde des êtres singuliers. Je ne cherche plus à y entrer. J'y suis. Et c'est depuis cet endroit
que je peux enfin rencontrer les autres. Rien ne peut plus être retenu. Certaines vies ne commencent pas d'un seul coup, elles finissent par déborder. La mort de sa mère ne met pas seulement fin à une histoire, elle rend impossible une manière de vivre héritée de l'enfance. Commence alors un long travail de reconstruction. Le dessin et l'écriture deviennent les deux mouvements d'une même respiration, jusqu'à ce que plus rien ne puisse être retenu. La création apparaît comme la seule manière d'habiter une sensibilité devenue trop vaste pour rester enfermée. Ma mère me manque. Je suis libre et libérée d'elle. Ces deux phrases ne s'opposent pas, elles coexistent. Lorsqu'on n'a connu qu'une relation faite de tension, d'amour, de haine, de culpabilité et d'attachement, le silence qui suit paraît presque irréel. Il n'y a plus d'enjeu, plus de manipulation, plus de lutte. Après, quelque chose commence, non pas une autre vie, la mienne. J'ai froid, je me sens seule dans un monde qui vacille. Quand on a passé toute sa vie dans une cage et qu'un jour la porte s'ouvre, on ne court pas vers l'extérieur, on reste immobile, parce que cette cage est le seul paysage que l'on n'ait jamais connu. Pourquoi partir? Vers où? Comment? Toutes les règles du jeu ont changé. Rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai dû aller chercher très loin, au plus profond de moi, mon identité bafouée. J'ai dû reprendre le pulse que ma mère avait tant voulu construire à son image. Je regarde chaque pièce, j'en observe les contours. Certaines me ressemblent, d'autres racontent les rêves des autres. Je les déplace une à une. C'est long, fastidieux, douloureux, vertigineux. Depuis l'écriture de mon premier livre, quelque chose remonte sans arrêt. Je ne le décide pas. Il surgit. Mon corps et mon âme prennent enfin leur place. Ma carapace en titane a explosé. Écrire me transperce le bide. Mon cordon ombilical est encore à vif. Tout est plein de nœuds en moi. Écrire, c'est démêler un nœud après l'autre, sans violence, avec patience. Parce que certains chantiers demandent une vie entière. Quand les mots deviennent impossibles, je dessine. Et lorsque je dessine, les mots reviennent. Avant, il n'y avait que le dessin. Aujourd'hui, les mots et le dessin avancent ensemble. Les vannes sont ouvertes. Tout demande à sortir. Je ne peux plus rien retenir. Ma peau est une éponge à vibrations, à émotions, à sensations. J'ai parfois l'impression d'avoir constamment la chair de poule. Non pas parce que j'ai froid, parce que je ressens tout. Mes yeux attrapent la moindre vibration de lumière, la moindre nuance, le moindre mouvement. Dans la rue, je ne peux plus écouter de musique. Les sons de la ville s'y mêlent. Tout arrive en même temps. À la salle de sport, c'est la musique du club, les conversations, le bruit des machines, ma propre musique, les lumières, les odeurs, les corps en mouvement. Je ne peux pas séparer les perceptions. Elles forment une seule vague. Alors je dessine entre deux exercices. Mes images n'ont pas d'horaire. Elles se nourrissent de tout ce qui me traverse. Je suis en overdose de moi-même. Il y a comme un animal sauvage en moi. Je ne cherche plus à le faire taire. Je lui ouvre un passage. Tout s'apaise lorsque je crée. Je suis prisonnière de l'acte de créer et libre en créant.
Le visage emprunté. Il est des héritages qui ne passent ni par les mots, ni par les objets. Ils viennent parfois habiter jusqu'à notre propre visage. Il arrive que la violence ne disparaisse pas avec la mort. Elle continue parfois à vivre dans les gestes, le corps et le regard que l'on porte sur soi. Ce texte raconte l'expérience troublante de ne plus reconnaître son propre visage, comme si une autre présence avait lentement pris sa place. Je fais comme si tout allait bien, je fais semblant, je tiens, je continue, je performe encore et toujours. La lumière perd peu à peu sa saveur, le monde devient insipide. Je sens le vide frôler mes pieds. Je ne suis plus tout à fait moi-même. Quelque chose se dédouble. Il y a moi et une autre. Une présence silencieuse. Elle marche à mes côtés. Peu à peu, elle prend le visage de ma mère. Mon visage change, mon corps change. Je maigris malgré tout ce que je mange. Ce corps ne m'appartient plus tout à fait. Lorsque je me regarde dans le miroir, c'est son visage que je rencontre. Sa mémoire me poursuit, sa violence demeure. Une immense tristesse m'envahit. J'ai le sentiment de disparaître sous le visage qu'elle avait voulu pour moi. Ma silhouette devient la sienne. Sans m'en apercevoir, je porte ses vêtements. Même après sa mort, son désir de me transformer continue d'habiter mon corps. Je m'efface, elle demeure. Les hachures de l'attention. Le trait ne cherche pas à posséder le monde. Il apprend à demeurer auprès de lui. Ce texte explore la manière dont le dessin révèle une façon d'habiter le monde. Les hachures n'y sont plus un simple procédé graphique, mais la manifestation d'une attention qui revient, insiste et laisse le temps aux formes d'apparaître. Le trait devient ainsi l'expression d'une présence, d'une fidélité au réel et d'une connaissance qui naît du corps avant de devenir pensée. Il m'a fallu des années pour comprendre que je ne dessinais pas avec une technique. Je dessinais avec ma manière d'être au monde. Je croyais choisir mes lignes. En réalité, elles me choisissaient. Pourquoi ces hachures plutôt qu'un trait continu? Pourquoi cette répétition obstinée? Pourquoi cette impression de creuser le papier au lieu de simplement l'effleurer? Je comprends aujourd'hui que je ne regarde jamais une chose d'un seul coup. Mon regard avance par approche. Il revient, il vérifie, il compare, il s'attarde. Chaque trait est une tentative. Le suivant ne corrige pas le précédent. Il le complète. Mes dessins ne cherchent pas à enfermer une forme dans un contour. Ils cherchent à s'en approcher jusqu'à sentir qu'elle commence à respirer. Les hachures sont le temps rendu visible. Elles montrent qu'une présence ne se saisit pas d'un seul regard. Elle se construit, elle se fréquente, elle se mérite. Lorsque ma main insiste, ce n'est pas parce qu'elle hésite, c'est parce qu'elle écoute. Elle revient comme on revient vers une phrase qui résiste, vers un visage que l'on aime, vers un paysage qui change avec la lumière. Alors le papier cesse d'être une surface. Il devient un lieu de rencontre. Je comprends aussi pourquoi certaines lignes deviennent presque des aiguilles. Elles ne blessent pas. Elles cherchent à traverser les apparences, à atteindre ce qui ne se montre pas immédiatement. Je ne dessine pas pour reproduire le monde. Je dessine pour demeurer assez longtemps auprès de lui afin qu'il accepte, parfois, de se révéler. Mes hachures ne parlent pas d'une technique. Elles parlent d'une fidélité.
la fidélité d'un regard qui refuse de passer trop vite. Peut-être est-ce cela, au fond, dessiner l'attention. Le regard qui ne condamne plus. Il existe des vérités qui ne nous changent pas. Elles nous permettent seulement de cesser de nous faire violence. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un mot pourrait expliquer ce que je vivais. Je ne cherchais pourtant ni une identité, ni une étiquette. Je cherchais à comprendre pour cesser de me croire en faute. Peu à peu, j'ai découvert que la connaissance de soi ne consiste pas à se réduire à une définition, mais à porter sur soi un regard plus juste. Le dessin m'a appris ce mouvement avant même que je puisse le nommer. Regarder sans condamner, demeurer, laisser apparaître. C'est peut-être là que commence la véritable attention. Pendant longtemps, je croyais chercher un mot. Aujourd'hui, je comprends que je cherchais une permission. La permission de ne plus me croire défaillante, de ne plus transformer chaque fatigue en faiblesse, chaque retrait en échec, chaque intensité en excès. Je ne voulais pas une étiquette, je voulais comprendre. Comprendre pourquoi certaines situations m'épuisaient, pourquoi le silence m'était parfois aussi nécessaire que l'air, pourquoi certaines joies traversaient tout mon corps, pourquoi je marchais souvent à contre-rythme sans l'avoir choisi. Puis, une pensée s'est imposée. Et si je n'avais jamais été en faute ? Cette question ne change rien au passé. Elle ne répare ni les blessures, ni les incompréhensions. Mais elle retire un poids immense, celui de la condamnation intérieure. Je découvre alors qu'un mot peut avoir deux vies. Il peut devenir une prison ou une clé. S'il prétend dire qui je suis, il m'enferme. S'il m'aide à comprendre comment je vis, il m'ouvre un passage. Je suis infiniment plus vaste que le mot qui tente de m'expliquer. Mon regard existait avant lui, ma manière de dessiner, mon besoin de vérité, ma façon d'écouter, ma joie de transmettre, mon exigence, ma curiosité. Tout cela n'attendait aucune autorisation pour exister. Alors je comprends quelque chose qui dépasse ma propre histoire. Pendant des années, j'ai appris à regarder le monde. Je croyais exercer mon attention sur les arbres, les visages, les couleurs, les lignes. Je n'avais pas compris que cette attention revenait lentement vers moi. Dessiner m'apprenait déjà ce que je ne savais pas encore faire. Regarder sans juger, rester, attendre, laisser apparaître. Une feuille ne demande jamais à une ligne d'être différente de ce qu'elle est. Elle l'accueille. Peu à peu, j'ai compris que je pouvais faire de même avec moi-même. Non pas renoncer à évoluer, mais cesser de confondre différence et défaut. Le dessin ne m'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il m'a demandé d'être présente, d'observer avec patience, d'accepter que certaines vérités n'apparaissent qu'à force de temps, de silence et de fidélité. Je croyais apprendre à dessiner. J'apprenais une manière d'habiter le monde et une manière de m'habiter moi-même. Peut-être est-ce cela, depuis le début, dessiner l'attention. Faire du regard un lieu où plus rien n'a besoin d'être condamné pour pouvoir enfin exister. La table de la création. Le dessin n'invente pas le monde intérieur. Il lui offre un lieu où il peut enfin devenir habitable. La création n'est pas pour moi une activité, c'est une nécessité vitale. Les images, les sensations et les couleurs précèdent souvent le geste. Elles m'accompagnent silencieusement jusqu'à ce que le dessin leur offre une forme. Le papier devient alors un espace où l'invisible peut respirer, où le tumulte se transforme en présence et où le monde intérieur trouve enfin une architecture.
Chaque fois que je m'assois pour dessiner, je retrouve la joie d'une enfant à la table de la création. Je n'éprouve pas l'excitation de fabriquer quelque chose. J'éprouve la joie de revenir, comme si le dessin m'attendait depuis toujours. Une chaleur ancienne me traverse. Je retrouve ma source, mon origine. Un lieu plus ancien que les mots. Là, je n'ai plus de masque. Je n'ai plus à convaincre. Je n'ai plus à me protéger. Je peux simplement être présente. Les images sont déjà là. Elles ne naissent pas lorsque j'ouvre mon carnet, elles marchent avec moi. Elles habitent les paysages que je traverse, les visages que je croise, les couleurs, les ombres, les silences. Elles continuent de vivre longtemps après que mes yeux se sont détournés. Je les porte en moi avant même de les comprendre. Alors ma main se met à leur écoute. J'attrape mes images mentales comme des oiseaux en plein vol. Je ne cherche pas à les retenir. Je leur offre simplement un endroit où se poser. Le dessin ne crée pas ces images. Il les accueille. Il leur donne une forme. Il leur donne un rythme. Il leur donne un souffle. Je comprends aujourd'hui que je ne dessine pas pour reproduire le monde. Je dessine pour rendre visible ce qui cherche, en silence, à exister. Lorsque je ne dessine pas, rien ne disparaît. Les images continuent d'affluer, les sensations poursuivent leur travail invisible. Le monde s'accumule en moi. Les couleurs se superposent, les formes se croisent. Les perceptions deviennent si nombreuses qu'elles finissent par ne plus trouver leur place. Le silence lui-même devient trop dense. Alors, je comprends que créer n'est pas un besoin de produire. C'est une nécessité de respiration. Le dessin ne vide pas mon monde intérieur. Il ne l'apaise pas davantage. Il lui donne une architecture. Il relie ce qui est dispersé. Il ouvre des passages. Il laisse circuler ce qui menaçait de m'envahir. Peu à peu, le tumulte cesse d'être un tumulte. Non parce qu'il disparaît, mais parce qu'il devient habitable. Mes carnets se remplissaient pendant que quelque chose en moi s'ordonnait. Je pensais conserver des dessins. Ils construisaient patiemment une manière d'habiter le monde. Chaque page m'enseignait qu'il est possible d'accueillir sans posséder, de regarder sans retenir, de laisser apparaître sans forcer. Je croyais apprendre à dessiner. J'apprenais une manière d'habiter le monde. Et peut-être est-ce cela, depuis le début, dessiner l'attention. Offrir une demeure à l'invisible afin que la vie puisse continuer à circuler entre le monde, le papier et celui qui regarde. L'atelier portable. Je ne transporte pas un carnet pour trouver l'inspiration. Je le transporte pour qu'aucune apparition ne se perde. Mon carnet est la forme légère de mon atelier. Il ne sert pas à provoquer la création, mais à accueillir ce qui surgit sans prévenir. Les images, les couleurs, les rythmes et les sensations m'accompagnent continuellement. Le carnet me permet de leur offrir une place avant qu'elles ne disparaissent. Il n'est pas seulement un support de dessin. Il est un espace de fidélité à ce que le monde révèle. Je ne quitte jamais mon carnet. On pourrait croire que c'est une habitude. C'est une nécessité. Je ne l'emporte pas par peur de manquer d'inspiration. Je l'emporte parce que les images, les couleurs, les rythmes ne cessent jamais de m'accompagner. Le monde ne m'envoie pas des idées, il m'offre des apparitions. Une lumière, une relation entre deux couleurs, une ombre, le mouvement d'une branche, un reflet sur une vitre. Une présence fugace qui pourrait disparaître quelques secondes plus tard. Je ne veux pas retenir ces instants. Je veux simplement leur offrir une page.
Mon carnet est devenu la forme légère de mon atelier. Il tient dans un sac, mais il me donne une liberté immense. Je peux répondre immédiatement à ce qui apparaît. Je n'ai pas besoin d'attendre de rentrer. Le dessin accompagne la vie au moment même où elle se donne. Le carnet prolonge mon regard. Il ne le remplace pas. Il permet de rester fidèle à ce qui m'a touché avant que l'instant ne s'efface. Lorsque je ne dessine pas, les perceptions continuent de se répondre en moi. Elles ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Elles se croisent. Elles poursuivent silencieusement leur dialogue. Le carnet leur offre un lieu où elles peuvent enfin se rencontrer. Chaque page conserve une apparition qui, sans elle, aurait peut-être été emportée par le mouvement du monde. Je comprends alors que mon atelier ne tient pas dans une pièce. Il tient dans cette possibilité toujours présente d'ouvrir une page lorsque quelque chose mérite d'être regardé plus longtemps. Quelques feuilles, un crayon, une boîte d'aquarelle, cela suffit. Parce que ce qui compte n'est pas la taille de l'atelier. C'est la liberté de répondre au monde lorsqu'il choisit de se révéler. Mon carnet n'est pas un atelier miniature. Il est l'endroit où les apparitions trouvent une trace avant de poursuivre leur chemin. Le monde m'éclabousse. Il est des êtres qui ne traversent pas le monde. Ils sont traversés par lui. Certaines existences reçoivent le monde avec une intensité qui ne laisse rien de côté. Le dessin ne protège pas de cette profusion. Il transforme ce qui déborde en une présence que le regard peut enfin habiter. La vie m'épuise. Je sens mon abdomen se tendre au fur et à mesure que les heures passent, comme si le corps continuait de recueillir ce que le regard ne peut plus contenir. Je prends toutes les ondes, positives comme négatives. Je ne choisis pas. Je reçois. Je suis une sorte de paratonnerre à sensations. Les bruits, les odeurs, les ombres, les lumières, les silhouettes, les visages, les attitudes, les couleurs, la mécanique des transports, les voitures, les vélos, les skates, les trottinettes, les enfants, les vieux, les paumés, les malins, les drames du quotidien. Tout me traverse. Rien n'est insignifiant. Chaque présence poursuit son existence en moi comme si le monde refusait de s'arrêter au regard. Alors me plonger dans mon livre à images me libère. Je n'y cherche pas à quitter le monde. J'essaie de lui donner une forme. Le tumulte devient une ligne, une couleur, un rythme. Le dessin rassemble ce que les sensations avaient dispersé. C'est de la poésie graphique, de la musique en couleurs, une symphonie silencieuse, une berceuse pour la femme animale que je demeure lorsque le monde devient trop dense. Dessiner sur des petits carnets, c'est se plonger en soi. Non pour se retirer du monde, mais pour retrouver l'endroit où tout ce qui a été vécu, entendu et ressenti peut enfin entrer en relation. Les sensations cessent d'être des chocs. Elles deviennent un langage. Je veux du léger, parce que dans ma tête ça cogne, ça bourdonne. Dans mon corps ça implose, sous le poids de tout ce que j'ai vu, entendu, capté malgré moi. La vie agit sur moi comme les projections de Jackson Pollock sur une toile. Elle m'éclabousse. Elle me couvre de couleurs, de tension, de rythme, de présence. Je suis pulvérisée de tout ce que je vois, et parfois aussi de tout ce que les autres ne voient pas. Alors je dessine. Non pour représenter le monde, mais pour lui permettre de poursuivre son mouvement autrement. Chaque trait accueille une part de ce qui me traverse. Chaque dessin rend le monde un peu plus habitable. Non parce qu'il l'adoucit, mais parce qu'il lui donne enfin
une forme. La phrase ininterrompue. Chaque dessin reprend une phrase que nul trait n'avait achevée. Le dessin n'existe jamais isolément. Chaque page prolonge un mouvement déjà engagé et ouvre celui qui suivra. Les carnets ne rassemblent pas des œuvres, ils composent un livre graphique dont la syntaxe demeure vivante. Un dessin n'arrive jamais seul. Il reprend un mouvement, un rythme, une question laissée ouverte par un autre dessin. Le premier trait n'est jamais un commencement, il est déjà une réponse, à une ligne ininterrompue, à une couleur demeurée en attente, à une forme qui poursuivait silencieusement son chemin. Les dessins ne se succèdent pas, ils se poursuivent. Une page laisse une respiration, la suivante en recueille l'élan. Plus loin, une autre bifurque. Le mouvement ne se perd jamais. Il change simplement de direction. Je ne regarde plus chaque dessin comme une image. Je le regarde comme une phrase. Aucune phrase ne contient à elle seule tout un livre. Elle reçoit quelque chose de celles qui l'ont précédée. Elle transmet quelque chose à celles qui viendront. Il en va de même pour le dessin. Chaque page porte la mémoire d'une autre, non comme un souvenir, comme une présence qui continue de travailler en silence. Alors les carnets cessent d'être une collection, ils deviennent une langue. Non une langue faite de mots, mais des lignes, de couleurs, de rythmes, de reprises, de silence. Leur grammaire n'obéit pas à des règles, elle obéit aux relations. Une ligne appelle une autre ligne, une couleur déplace une couleur. Une forme ouvre un passage qu'une autre poursuivra peut-être plusieurs années plus tard. Je ne construis pas un livre en dessinant. Le livre est déjà là. Il s'écrit à travers le dessin. Chaque page en révèle une phrase nouvelle. Jamais la première, jamais la dernière. Peu à peu, le carnet cesse d'être un objet. Il devient un lieu où une pensée poursuit sa propre écriture. Non en avançant tout droit, mais en se ramifiant, en revenant, en laissant chaque dessin prolonger la phrase ininterrompue commencée bien avant lui. Déplacer le monde. Le dessin ne nous éloigne pas du réel, il en révèle les passages invisibles. Dessiner ne consiste pas à fuir le monde, mais à en déplacer les lignes de force. Une page peut accueillir une forêt au milieu d'un boulevard, le silence au cœur du vacarme, ou un paysage lointain dans quelques centimètres de papier. Le dessin ouvre des relations que le regard pressé ne voit plus. Dessiner, c'est mettre une forêt au centre d'un boulevard parisien. Non pour effacer une ville, mais pour rappeler qu'elle n'est jamais le seul paysage possible. Dessiner, c'est remplacer les bruits stridents par les bruits de la nature. Le vacarme demeure. Pourtant, le vent recommence à souffler. L'eau retrouve son murmure. Les oiseaux reprennent leur place. Le dessin ne supprime pas le bruit. Il lui découvre un autre horizon. Dessiner, c'est partir en Patagonie sans bouger de sa page. Le voyage ne dépend plus des kilomètres. Quelques lignes, quelques couleurs, et l'espace change de respiration. Dessiner, c'est ma trousse de premier secours. Non parce qu'il me protège du monde, mais parce qu'il me permet de continuer à vivre avec lui. Dessiner, c'est dialoguer avec sa propre intelligence. Une intelligence qui pense avec les lignes, qui hésite avec les couleurs, qui découvre parfois une vérité avant que les mots ne sachent la nommer. Mes images mentales débordent comme l'eau dans une casserole de riz sur un feu trop vif. Je ne me demande jamais ce que je vais créer. Je me demande quand je vais enfin pouvoir déposer sur le papier les images qui cherchent déjà leur place. Le dessin n'invente pas ce monde. Il lui offre une forme où il peut enfin respirer. Mes dessins ne sont pas des coloriages. Ce sont des actes engagés. Ils déplacent une perception, une évidence, une manière de regarder.
Ils ouvrent un espace où le visible retrouve une profondeur que l'habitude avait peu à peu recouverte. Dessiner, c'est agir autrement, penser autrement, habiter autrement. Je n'ai pas choisi un jour de dessiner. Le dessin a toujours été là. Non comme la fabrication de belles images, mais comme une manière d'être au monde. Chaque dessin déplace imperceptiblement le réel, non pour le remplacer, mais pour laisser apparaître ce qu'il contenait déjà, et que le regard n'avait pas encore appris à voir. Le courage du papier. Ce qui s'efface ne disparaît pas toujours. Il arrive qu'il rende la présence plus visible. Le choix d'un support n'est jamais une décision purement matérielle. Chaque matière engage une manière de regarder, d'attendre et d'accueillir ce qui apparaît. Le papier possède une discrétion singulière. Il ne cherche jamais à prendre la place de ce qu'il reçoit. Le papier ne précède pas le dessin. Il ne lui construit ni décor, ni prestige, ni promesse. Il offre seulement une surface où quelque chose peut advenir. La toile affirme déjà sa présence, son épaisseur, sa tension, son échelle. Avant même que la première ligne n'apparaisse, elle introduit une certaine idée de l'œuvre. Le papier suspend cette attente. Il ne demande rien d'autre qu'une attention disponible. Le trait ne peut s'appuyer sur aucune autorité extérieure. Il avance avec sa seule nécessité. Alors, le regard change. Il ne cherche plus à reconnaître un objet achevé. Il accompagne une apparition. Chaque ligne devient moins une forme qu'un événement. Chaque hésitation révèle une manière d'habiter le temps. Chaque respiration déplace imperceptiblement l'équilibre de la page. Plus le support s'efface, plus l'attention devient visible. Comme si la discrétion de la matière révélait une autre matière, plus difficile à nommer, celle de la présence. Le papier ne retient rien. Il laisse le dessin demeurer fragile. Cette fragilité n'est pas une faiblesse. Elle est la condition d'une disponibilité. Rien n'y semble définitivement acquis. Chaque page recommence le regard. C'est sans doute pour cette raison que les carnets occupent une place si importante dans mon travail. Ils ne séparent pas le dessin de la vie. Ils accueillent une image avant qu'elle ne devienne une intention, une intuition avant qu'elle ne cherche une démonstration, une perception avant qu'elle ne rencontre les mots. Le support n'apparaît plus comme un simple matériau. Il révèle peu à peu la manière dont le regard entre en relation avec le monde. Certaines matières imposent leur présence, d'autres choisissent de s'effacer. Le papier appartient à cette discrète générosité. Il ne cherche pas à être regardé. Il rend le regard possible. J'aime la simplicité des matériaux pour créer des images compliquées à réaliser. Le temps du carnet. Les images ne vivent jamais seules. Elles continuent de se regarder d'une page à l'autre. Le carnet n'est pas un simple recueil de dessins. Il est le lieu où les images se répondent, se transforment et découvrent peu à peu leur propre nécessité. En tournant les pages, le regard ne suit pas une succession d'œuvres. Il accompagne le déploiement d'une pensée. Le carnet demeure fermé. Rien n'y appelle le regard. Il faut accepter de l'ouvrir. Ce geste, presque imperceptible, marque déjà une autre manière d'entrer dans les images. Elle ne s'offre pas, elle se laisse approcher. Chaque page ralentit le regard. Elle l'invite à demeurer un instant avant de poursuivre. Le temps ne s'y découpe pas plus en images successives. Il devient une continuité. Le dessin ne surgit jamais seul. Il avance, entouré des autres dessins. Une ligne rencontrée plusieurs pages plus tôt réapparaît soudain sous une autre forme. Une couleur prolonge silencieusement une couleur oubliée. Une hésitation ancienne trouve enfin son équilibre.
Le carnet possède cette mémoire discrète où rien ne disparaît tout à fait. Chaque nouvelle page éclaire celle qui la précède. Sans les modifier, elle les transforme. Le sens ne réside jamais dans une image isolée. Il circule, il se déplace, il hésite, il revient. Comme la pensée elle-même, il préfère les passages aux certitudes. Le carnet accepte cette lente élaboration. Il ne demande ni conclusion, ni démonstration. Il accueille les formes au moment où elles cherchent encore leur nécessité. Certaines attendront plusieurs semaines, d'autres plusieurs années. Le temps ne leur retire rien. Il approfondit leur présence. Les pages conservent aussi une mémoire plus silencieuse. Le papier s'assouplit, les angles s'usent. Une trace de couleur demeure, une légère transparence laisse deviner un dessin voisin. Le carnet finit par porter autant les marques du temps que celles de la main. Il devient moins un objet qu'une durée habitée. C'est peut-être pour cette raison que je ne le considère jamais comme un simple support. Il ne contient pas des dessins. Il rend possible leur relation. Il accueille les déplacements du regard, les retours de la mémoire, les rapprochements imprévus. Il laisse les images penser ensemble. Peu à peu, le carnet cesse d'être un lieu où l'on conserve des dessins. Il devient un lieu où le regard apprend à habiter ses propres métamorphoses. L'heure juste. Il est des heures où le monde apparaît avant que nous ne recommencions à le connaître. Au fil des années, j'ai découvert qu'il existait une heure où Paris retrouvait une qualité de présence que le reste de la journée rendait presque invisible. Ce n'est pas la ville qui change, c'est la rencontre. Choisir cette heure, ce n'est pas se retirer du monde, c'est retrouver une mesure qui permette enfin de l'habiter. Je me suis levée à 6h18. Le jour était déjà là. La ville retenait encore son souffle. Je pars marcher. Je ne cherche ni un itinéraire, ni une destination. Je cherche une heure. Une heure qui ne m'impose encore rien. Une heure où je puisse rencontrer le monde avant qu'il ne m'entraîne dans son rythme. À cette heure-là, Paris n'est pas vide. Il est rendu à lui-même. Les rues ne sont plus des raccourcis. Les façades ne sont plus un fond de décor. Les pierres retrouvent leur silence. Le ciel reprend de la hauteur. Chaque chose semble avoir retrouvé le temps d'être simplement ce qu'elle est. J'ai parfois l'impression d'avoir Paris pour moi seul, comme si j'entrais au Louvre avant son ouverture. La Joconde serait exactement la même. Pourtant, tout serait différent. Je ne rencontrerai plus une œuvre célèbre. Je rencontrerai un visage. Il m'a fallu des années pour comprendre ce que je venais chercher ici. Je croyais aimer le silence. Je croyais aimer la solitude. Je croyais aimer les rues désertes. En réalité, j'observais autre chose. À certaines heures, le monde cesse d'être couvert par son propre mouvement. Il redevient disponible. Puis, la ville s'anime. Les vitrines s'allument. Les cafés ouvrent leurs portes. Les conversations remplissent les trottoirs. Les moteurs recouvrent peu à peu le bruit des pas. Rien n'a disparu. Et pourtant, quelque chose s'est éloigné. Ce n'est pas la beauté, elle demeure. C'est notre manière de l'approcher. Nous regardons plus vite, nous traversons davantage, nous reconnaissons avant de voir. Marcher si tôt est devenu une manière de me décaler, pas contre le monde, à côté de lui. Juste assez pour ne pas recevoir d'emblée la cadence qu'il m'impose, juste assez pour retrouver la mienne. Alors seulement je peux entrer dans la sienne sans m'y perdre. Je ne cherche pas à ralentir le monde, je ne le pourrai pas. Je cherche seulement à ne pas commencer ma journée au rythme de son urgence. Cette heure me rend une liberté presque invisible, celle de choisir la vitesse à laquelle je vais rencontrer ceux qui m'entourent. Je repars presque chaque matin.
Le jour finit toujours par gagner. Paris retrouve son élan. Je m'y mêle à mon tour. Mais quelque chose s'est déjà accordé. Je ne marche plus derrière la ville. Je marche avec elle. Et cette légère différence change toute la journée. L'heure juste. Il est des heures où le monde apparaît avant que nous ne recommencions à le connaître. Au fil des années, j'ai découvert qu'il existait une heure où Paris retrouvait une qualité de présence que le reste de la journée rendait presque invisible. Ce n'est pas la ville qui change, c'est la rencontre. Choisir cette heure, ce n'est pas se retirer du monde, c'est retrouver une mesure qui permette enfin de l'habiter. Je me suis levée à 6h18. Le jour était déjà là. La ville retenait encore son souffle. Je pars marcher. Je ne cherche ni un itinéraire, ni une destination. Je cherche une heure. Une heure qui ne m'impose encore rien. Une heure où je puisse rencontrer le monde avant qu'il ne m'entraîne dans son rythme. À cette heure-là, Paris n'est pas vide. Il est rendu à lui-même. Les rues ne sont plus des raccourcis. Les façades ne sont plus un fond de décor. Les pierres retrouvent leur silence. Le ciel reprend de la hauteur. Chaque chose semble avoir retrouvé le temps d'être simplement ce qu'elle est. J'ai parfois l'impression d'avoir Paris pour moi seul, comme si j'entrais au Louvre avant son ouverture. La Joconde serait exactement la même. Pourtant, tout serait différent. Je ne rencontrerai plus une œuvre célèbre. Je rencontrerai un visage. Il m'a fallu des années pour comprendre ce que je venais chercher ici. Je croyais aimer le silence. Je croyais aimer la solitude. Je croyais aimer les rues désertes. En réalité, j'observais autre chose. À certaines heures, le monde cesse d'être couvert par son propre mouvement. Il redevient disponible. Puis, la ville s'anime. Les vitrines s'allument. Les cafés ouvrent leurs portes. Les conversations remplissent les trottoirs. Les moteurs recouvrent peu à peu le bruit des pas. Rien n'a disparu. Et pourtant, quelque chose s'est éloigné. Ce n'est pas la beauté, elle demeure. C'est notre manière de l'approcher. Nous regardons plus vite, nous traversons davantage, nous reconnaissons avant de voir. Marcher si tôt est devenu une manière de me décaler. Pas contre le monde, à côté de lui. Juste assez pour ne pas recevoir d'emblée la cadence qu'il m'impose. Juste assez pour retrouver la mienne. Alors seulement je peux entrer dans la sienne sans m'y perdre. Je ne cherche pas à ralentir le monde, je ne le pourrai pas. Je cherche seulement à ne pas commencer ma journée au rythme de son urgence. Cette heure me rend une liberté presque invisible. Celle de choisir la vitesse à laquelle je vais rencontrer ceux qui m'entourent. Je repars presque chaque matin. Le jour finit toujours par gagner. Paris retrouve son élan. Je m'y mêle à mon tour. Mais quelque chose s'est déjà accordé. Je ne marche plus derrière la ville. Je marche avec elle. Et cette légère différence change toute la journée. La peinture nomade. Les œuvres ne vivent pas là où elles sont exposées. Elles vivent là où elles continuent de transformer un regard. Je croyais que les œuvres habitaient les musées. Les années m'ont appris autre chose. Elles poursuivent leur voyage bien au-delà des cimaises. Elles s'imprègnent lentement en nous jusqu'à devenir une manière de voir. La peinture cesse alors d'être un objet. Elle devient nomade. Il pleut sur Paris. Le ciel descend dans les flaques. Le bitume absorbe la lumière. Les parapluies déplacent les silhouettes. Je marche.
Je ne traverse plus seulement une ville, je traverse une peinture. Je ne pourrais plus dire où s'arrête la rue et où commence l'histoire de l'art. Les frontières se sont effacées. Je ne compare pas le monde aux œuvres, je regarde avec elles. Les silhouettes poursuivent le geste de Giacometti. Les murs détrempés prolongent la matière de Dubuffet. La pluie compose, c'est la vie. Le vent corrige les contours. La ville dessine avant ma main. Je pensais apprendre l'histoire de l'art. Je n'avais pas vu qu'elle apprenait silencieusement à regarder à travers moi. Une œuvre, puis une autre. Un dessin, une peinture, une sculpture. Année après année, quelque chose s'est déposé. Non dans ma mémoire, dans mon regard. Les œuvres ne sont plus des références, elles sont devenues une respiration. Je ne les convoque jamais. Elles arrivent avant moi, elles reconnaissent une lumière, une matière, une inclinaison du corps, une ombre sur un mur, comme une langue que l'on parle sans penser à sa grammaire. Je comprends alors que les musées ne sont qu'une étape. Ils préservent les œuvres, ils ne retiennent pas leur vie, car les œuvres poursuivent leur voyage. Elles quittent les cadres, elles abandonnent les cimaises, elles changent de matière. Le bronze devient un passant, le fusain devient une branche d'arbre, l'huile devient une pluie d'automne, une flaque recueille un ciel de torneur. Une fenêtre ouvre soudain un silence de haut-peur. Une nuit porte la profondeur de soulage. Les œuvres continuent de marcher. La peinture est devenue nomade. Elle voyage sans quitter sa place. Elle passe d'un tableau à une rue, d'un musée à un regard, d'une mémoire à une présence. Elle ne demande rien, seulement des yeux capables de poursuivre son chemin. Lorsque j'ouvre mon carnet, je n'ai jamais l'impression de commencer. Le monde a déjà tracé les premières lignes. La pluie a déjà posé les valeurs. La lumière a déjà construit la composition. Ma main rejoint un geste commencé bien avant elle. Dessiner devient une manière de répondre, jamais de prendre la parole en premier. Le plus long voyage d'une œuvre ne la conduit pas de l'atelier au musée. Il la conduit jusqu'à un regard. Là, elle cesse d'être un objet. Elle devient une manière de percevoir, une façon d'habiter la lumière, de recevoir un visage, de traverser une ville. Alors la peinture n'est plus accrochée à un mur. Elle marche sous la pluie. Elle attend au feu rouge. Elle se reflète dans une flaque. Elle longe la Seine. Le contrat intérieur. Certaines fidélités ne se décident pas, elles nous habitent avant même que nous sachions les nommer. Je n'ai jamais considéré la création comme un métier, une vocation ou un talent. Elle est devenue, au fil des années, le contrat silencieux qui me relie à moi-même. Dessiner et écrire ne sont pas des activités. Ils sont la manière la plus juste de demeurer entière dans un monde qui me traverse avec une intensité parfois vertigineuse. Je referme mon parapluie. Je le laisse sécher dans la douche, comme s'il pouvait y déposer la pluie, le bruit, la fatigue de la ville. Je rentre plus légère, mais je sais que ce n'est pas cela qui me ramène à moi. J'ai besoin de créer. Je ne prononce jamais cette phrase à voix haute. Elle ne ressemble ni à un désir, ni à un projet. Elle ressemble à une respiration. Elle revient avec la même évidence que le jour. Je serais incapable de nommer précisément ce qui me relie au dessin et à l'écriture. Les mots arrivent toujours trop tard. Il existe en moi un accord silencieux, une fidélité que je n'ai jamais signée et que je ne pourrais pas rompre. Je ne crée pas pour produire des œuvres, je crée pour que rien en moi ne se défasse. Le monde entre avec une intensité qui dépasse souvent ma capacité à l'accueillir. Les sensations arrivent ensemble, les images, les voix,
Les lumières, les présences, tout demande sa place au même instant. Le dessin leur offre une demeure, l'écriture leur donne une respiration. Avant qu'une idée apparaisse, il y a une main. Avant qu'une phrase s'écrive, il y a un souffle. Créer commence dans le corps. Le geste précède toujours la pensée. Il me rappelle une chose essentielle. Je peux traverser le monde sans me perdre. Une feuille, un carnet, un feutre. Cela paraît dérisoire. Pour moi, c'est un lieu. L'endroit où ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais cessent enfin de vivre séparément. Ils retrouvent une même direction, une même présence, une même voix. Je pourrais changer de ville, changer d'atelier, changer d'habitude, recommencer ailleurs. Mais je ne pourrais pas rompre ce contrat intérieur. Non parce qu'il m'oblige, parce qu'il me rassemble. Il est la forme la plus discrète de ma liberté. Créer ne me protège pas du monde. Créer me permet de lui rester ouverte sans me disperser. Le dessin ne construit pas un refuge, il construit une cohérence. L'écriture ne m'éloigne pas de la vie, elle me permet de l'habiter sans renoncer à ce que je suis. Il existe sans doute au cœur de chaque existence une fidélité fondamentale. La mienne a pris la forme du dessin, puis celle de l'écriture. Je ne les ai pas choisis, je les ai reconnus. Depuis, je les suis, comme on suit une source, comme on suit une lumière dans un paysage. Avec l'art, je reste entière. Sans lui, je devrais me trahir. La voix du noir. Certaines œuvres cessent de nous faire face, elles continuent de penser en nous. Il existe des œuvres qui ne s'arrêtent pas au regard. Elles poursuivent leur existence de notre vie intérieure. Cette conversation avec Pierre Soulages n'est ni une fiction, ni un portrait imaginaire. Elle est la trace d'une œuvre qui, à force d'être regardée, est devenue une présence intérieure et une manière de penser. Parfois, le noir remonte avant même que je puisse le nommer. Il ne tombe pas sur moi, il monte du fond de mon corps, comme une matière ancienne, comme une profondeur qui demande simplement à être habitée. Mes jambes deviennent plus lourdes. Le silence ralentit le monde. Je sens des mains invisibles retenir mes chevilles. Mon thorax se creuse, tout devient plus dense. Alors une voix apparaît. Je reconnais peu à peu celle de Pierre Soulages, ou peut-être celle de son œuvre. Je ne cherche plus à les distinguer, je l'écoute. Tu regardes encore le noir comme une menace. Il m'attire vers le fond. Il me donne le sentiment d'une solitude que je ne partage avec personne. Toute profondeur est solitaire. Elle ne t'éloigne pas des autres. Elle t'éloigne du superficiel. Je vois trop les détails, les tensions, les silences, les fissures derrière les façades. Le monde ne passe jamais devant moi, il passe à travers moi. Ce qui te traverse devient la matière de ton regard. Ne cherche pas à l'effacer. Cette intensité fatigue. Elle me donne parfois le sentiment d'habiter un rythme que peu partagent, comme si je vivais dans une langue que peu entendent. On ne choisit pas toujours sa manière de percevoir. On choisit seulement ce que l'on en fait. Le noir change, ou peut-être est-ce mon regard. Il cesse d'être une fermeture. Il devient une profondeur. Je ne comprends que l'obscurité n'est pas l'absence de lumière. Elle est un autre lieu où la lumière travaille. Les œuvres ne répondent jamais à nos questions. Elles transforment celui qui les pose. Je pense à mes carnets, à mes dessins, à toutes ces hachures qui cherchaient déjà cette densité sans connaître son nom. Je comprends que je ne dialogue pas seulement avec un peintre. Je dialogue avec une manière de regarder, avec une exigence, avec une présence qui poursuit silencieusement son œuvre en moi. Les musées ferment leurs portes, les œuvres demeurent.
Elle passe d'un mur à une mémoire, d'une mémoire à un regard, d'un regard à une manière d'habiter le monde. Elle ne demande pas que nous les admirions, elle demande que nous apprenions à voir. Je crois que les œuvres les plus profondes ne cherchent jamais à être comprises. Elles cherchent à être vécues. Elles deviennent une respiration, une manière de recevoir la lumière, d'accueillir le silence, de traverser la solitude. Elles poursuivent leur travail bien après notre départ. Lorsque le noir revient désormais, je ne cherche plus à le repousser. Je lui fais une place. Je sais qu'il porte une lumière que je ne distingue pas encore. Et je comprends que les œuvres ne vivent pas seulement dans les musées, ni même dans les regards. Elles vivent dans les conversations silencieuses qu'elles continuent d'entretenir avec notre vie intérieure. C'est peut-être là leur œuvre la plus secrète. La justesse. La précision, c'est la vérité. La justesse n'est ni une obsession ni une recherche de perfection. Elle est une fidélité. Lorsque la perception est si intense qu'elle menace de tout emporter, le dessin ne sert pas à l'adoucir. Il lui donne une forme capable de la porter sans la trahir. Je voudrais parfois pouvoir fuir de moi-même. Non parce que je me refuse, parce qu'il est impossible de quitter ce qui voit. Le monde ne m'apparaît jamais à moitié, il arrive entier. La lumière ne vient jamais seule, elle entraîne les couleurs. Les couleurs réveillent des rythmes, les rythmes déplacent l'espace. Tout appelle tout, rien ne s'arrête où il commence. Vivre ainsi demande une discipline que l'on confond souvent avec le contrôle. Je n'ai jamais cherché à maîtriser le monde, j'ai seulement cherché une forme qui ne me laisse pas disparaître en lui. On croit que la précision enferme, je crois qu'elle délivre. Elle délivre le réel de l'à peu près, elle délivre le regard de l'habitude, elle délivre le geste de la facilité. La précision n'est pas une qualité, elle est une responsabilité. Une ligne approximative ne dérange pas seulement l'œil, elle rompt une vérité. Un mot inutile ne rallonge pas seulement une phrase, il éloigne une pensée d'elle-même. Une couleur fausse ne modifie pas seulement une image, elle change le monde auquel cette image appartient. On appelle souvent cela du perfectionnisme. Je n'ai jamais aimé ce mot. Le perfectionnisme rêve d'une œuvre parfaite. La justesse accepte une œuvre vivante. L'un corrige pour supprimer les défauts, l'autre poursuit inlassablement ce moment presque invisible où plus rien n'a besoin d'être ajouté ni retiré. Je peux reprendre un dessin pendant des heures, non pour le rendre plus beau, pour entendre enfin ce qu'il essayait de dire depuis le premier trait. Alors seulement je m'arrête. Non parce que le dessin est terminé, parce qu'il tient debout. Je crois que toute création véritable obéit à cette loi silencieuse. Elle ne cherche pas l'exploit, elle ne cherche pas l'effet, elle ne cherche même pas la beauté. Elle cherche un accord si profond avec le réel que celui-ci cesse d'être représenté. Il devient présent. La précision, c'est la vérité. Non la vérité des idées, la vérité d'une présence. Dessiner n'est peut-être rien d'autre que cela. Retirer, déplacer, recommencer, jusqu'à ce que le monde puisse enfin habiter la forme, sans y perdre son souffle. L'empreinte invisible. Les grandes œuvres ne nous transmettent pas une émotion, elles déplacent silencieusement la mesure de notre attention. Une œuvre véritable ne s'ajoute pas à notre mémoire comme un souvenir de plus. Elle laisse en nous une empreinte active. Elle raccorde notre manière de percevoir, modifie notre cadence intérieure et transforme, sans bruit, notre façon d'habiter le monde. Nous croyons qu'une œuvre nous émeut. C'est beaucoup plus profond que cela. L'émotion passe, l'œuvre demeure. Elle demeure non dans notre mémoire, mais dans notre manière de regarder. Il existe un rythme du corps. Le cœur bat, le souffle revient, la marche trouve sa cadence.
Mais il existe aussi un rythme plus discret, le rythme selon lequel les sensations se rencontrent, selon lequel une lumière appelle une couleur un souvenir, un silence une pensée. C'est un rythme invisible que les grandes œuvres déplacent. Elles ne nous demandent pas de penser autrement. Elles changent la vitesse à laquelle le monde devient perceptible. Après elles, le temps n'a plus exactement la même densité. Le silence ne dure plus de la même façon. Une ligne ne coupe plus l'espace, elle le met en relation. Une couleur cesse d'être une surface, elle devient une présence. Nous croyons avoir quitté l'œuvre, pourtant, c'est elle qui continue de vivre en nous. Elle dépose une empreinte que rien ne signale, aucune preuve, aucun événement, seulement une autre manière d'être attentif. Cette empreinte ne nous rend ni plus savants ni plus sensibles. Elle raccorde notre perception, elle invente une nouvelle mesure. Et peu à peu, sans que nous en prenions conscience, notre vie commence à battre selon cette mesure. Je reconnais cette empreinte dans les œuvres qui m'accompagnent depuis toujours. Je ne pense pas à elles lorsque je dessine. Pourtant, elles sont présentes dans chacun de mes gestes. Elles ralentissent mon regard. Elles exigent davantage de vérité d'une ligne. Elles prolongent un silence jusqu'à ce qu'il devienne juste. Je comprends alors qu'une œuvre ne se termine jamais. Elle continue son travail dans celui qui l'a rencontrée. Peut-être est-ce cela sa puissance la plus secrète. Elle ne nous donne pas un autre monde. Elle change la mesure selon laquelle nous habitons celui-ci. Et lorsque cette mesure devient la nôtre, l'œuvre cesse d'être devant nous. Elle est devenue une part invisible de notre présence au monde. Ce que l'on n'apprend pas. Il existe des apprentissages qui ajoutent à notre vie. Il existe aussi des reconnaissances qui révèlent ce qui était déjà là. Nous passons une grande partie de notre vie à apprendre une langue, un métier, une technique. Pourtant, certaines dimensions essentielles de notre existence n'appartiennent pas à l'ordre de l'apprentissage. Elles précèdent les savoirs. Elles ne demandent pas à être acquises, mais reconnues. Le dessin fut pour moi l'une de ces reconnaissances. Nous passons notre vie à apprendre. Nous apprenons à parler, à lire, à écrire, à compter, à comprendre. Nous finissons par croire que tout ce qui nous construit appartient à l'apprentissage. Je n'en suis pas certaine. Il existe des savoirs qui ne s'acquièrent pas. Ils attendent d'être reconnus. Avant que les mots n'organisent ma pensée, quelque chose organisait déjà ma présence. Je ne savais pas encore les nommer. Je ne savais même pas qu'il existait. Pourtant, il était déjà à l'œuvre. On apprend une technique, on apprend une méthode, on apprend une discipline. Mais on n'apprend pas la manière dont le monde nous atteint. On ne choisit pas la forme selon laquelle une présence nous bouleverse. On ne décide pas du rythme avec lequel une lumière, un visage ou un silence continue de vivre en nous. Ces choses-là nous précèdent. Nous les découvrons parfois très tard. Je crois que nous nous trompons souvent sur ce qui signifie créer. Nous imaginons qu'il faut inventer. Il faut d'abord reconnaître. Reconnaître ce qui insistait déjà en silence. Reconnaître la forme qui, depuis toujours, cherchait à nous rejoindre. Le dessin n'est jamais entré dans ma vie comme un apprentissage. Il ne s'est pas ajouté à ce que j'étais. Il a révélé une manière d'être que je portais déjà sans la connaître. Je ne dessinais pas pour devenir artiste. Je dessinais parce qu'une part de moi rencontrait naturellement les êtres de cette façon. Le dessin n'était pas un outil. Il n'était même pas un langage. Il était une relation. Une manière de demeurer présente à l'autre sans réduire ce qui le rendait unique. Je comprends aujourd'hui pourquoi les mots sont venus si tard. Ils n'avaient rien à remplacer. Ils sont venus rejoindre une présence qui existait déjà. Peut-être est-ce cela que nous oublions lorsque nous parlons d'éducation. Tout ne s'apprend pas. Les choses les plus profondes ne sont peut-être pas celles que l'on acquiert. Elles sont celles que l'on cesse enfin de trahir.
Créer ne consiste peut-être pas à devenir quelqu'un d'autre. Créer consiste à reconnaître, avec suffisamment de fidélité et de courage, ce qui nous habitait avant que le monde nous apprenne à nous en détourner. La seconde rive. Le dessin recueille le monde. Écrire, c'est tendre la main. Mon vocabulaire graphique n'a jamais demandé à être traduit. Il possédait déjà sa propre grammaire, sa propre justesse, sa propre manière de penser. Pourtant, une fidélité qui demeure sans partage risque de devenir une solitude. L'écriture n'est pas venue remplacer le dessin. Elle est devenue le passage par lequel cette fidélité peut enfin rencontrer d'autres êtres. Je n'ai jamais quitté le dessin. Je poursuis le même geste. Mon vocabulaire graphique est né bien avant l'idée de faire œuvre. Il s'est construit dans les hachures, les reprises, les silences laissés entre les traits. Je ne cherchais pas une esthétique, je cherchais une justesse. Chaque signe essayait d'approcher une perception sans jamais l'enfermer. Le dessin m'a appris cela. Une forme n'est jamais achevée. Elle demeure disponible. Elle laisse toujours au réel la possibilité de continuer à apparaître. J'aurais pu m'arrêter là, habiter ce vocabulaire, le laisser devenir mon territoire. Mais un territoire peut aussi devenir une frontière, non parce qu'il se ferme, parce qu'il ne possède aucun passage. Ce n'est pas mon vocabulaire graphique qui m'isolait, c'était son silence. Alors les mots sont venus, non pour expliquer les dessins, ils n'en avaient pas besoin. Non pour les traduire, ils auraient perdu leur vérité. Les mots sont venus accomplir un autre geste. Ils sont venus construire un pont. J'écris pour que ce qui est né dans les lignes puisse poursuivre sa route jusqu'à une autre présence. J'écris pour que cette manière d'habiter le monde puisse devenir, à son tour, une manière de rencontrer les êtres. Le dessin demeure mon lieu de pensée. L'écriture devient le lieu de la relation. Ils ne se remplacent pas, ils se prolongent. Ils appartiennent au même souffle. Je n'ai pas changé de langage. J'ai simplement refusé que la fidélité devienne une île. Peut-être est-ce cela, aujourd'hui, mon travail. Continuer à dessiner avec la même exigence. Continuer à écrire avec la même justesse. Faire en sorte que l'un n'existe jamais sans l'autre. Car le dessin recueille le monde. Écrire, c'est tendre la main. Le premier vocabulaire. Avant les mots, il existait déjà un langage. C'est avec lui que j'ai appris à construire des espaces. La perspective est souvent enseignée comme une méthode. Mon expérience est autre. Je ne commence ni par un point de fuite, ni par un calcul. Je laisse les lignes, les formes, les couleurs et le papier entrer en conversation. Peu à peu, un espace se construit. La perspective apparaît comme la conséquence d'un langage qui a trouvé son équilibre. On m'a appris à construire l'espace, à mesurer, à projeter, à conduire le regard. Je garde ces règles en mémoire, mais elles ne précèdent jamais mon geste. Je dessine à main levée, depuis toujours. C'est ainsi que ma main pense. Elle ne cherche pas d'abord la précision, elle cherche une justesse. Une ligne, puis une autre. Le papier n'est jamais vide. Il possède déjà sa lumière, sa résistance, son propre silence. Le premier trait ne vient pas le remplir, il lui répond. Une seconde ligne s'approche, une forme trouve sa place. Le dessin commence à respirer, puis la couleur. Elle ne vient pas achever le dessin, elle en déplace les équilibres. Elle modifie les distances. Elle change la manière dont les lignes respirent entre elles. Le papier transforme les lignes transforment les couleurs, et les couleurs transforment le papier. Rien n'existe séparément. Tout commence à dialoguer. C'est mon premier vocabulaire, celui avec lequel je regardais déjà le monde avant de pouvoir le nommer. Je ne lui demande pas de représenter un espace. Je lui demande de construire un lieu où le regard puisse entrer.
alors la feuille cesse d'être une surface. Elle devient un espace. La perspective n'est plus un point de départ. Elle est la trace discrète de cette conversation devenue juste. Je ne construis pas la perspective, je mets en conversation mon premier vocabulaire. L'espace apparaît.